Préviens-les que tu sors quelque chose. Moi aussi je sors quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Du nouveau arrive le 17 octobre. De nouvelles vidéos et informations émergent dans une affaire fédérale majeure, où les procureurs affirment que le rappeur Pushiesti a tenu son ancien collègue Gucci Mane en joue, tout cela dans une tentative de se libérer de son contrat d'enregistrement. Alors que Pushiesti tente de sortir de prison avant son procès prévu dans plusieurs mois, le gouvernement dévoile d'autres comportements présumés, affirmant qu'il n'est pas digne de confiance en liberté. Nous avons examiné les nouveaux dossiers pour vous apporter les toutes dernières informations sur cette affaire, et nous recevons l'avocat qui représentait Pushiesti dans cette affaire, Bradford Cohen. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Si vous nous suivez sur Law and Crime, vous avez sans doute remarqué que nous publions très vite des extraits sur ces histoires en évolution rapide. Et si vous êtes dans la création de contenu, si vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, vous vous demandez peut-être comment nous arrivons à faire cela. Eh bien, nous utilisons quelque chose qui s'appelle Opus Clip. C'est un éditeur IA tout en un qui rend très facile la découpe, la création et la mise en ligne de vidéos sur n'importe quelle plateforme. Grâce à l'IA, Opus Clip génère des plans de coupe, recadre les séquences et nettoie la même l'audio. C'est vraiment facile. Rendez-vous sur opus.pro.sidebar, inscrivez-vous, téléchargez votre vidéo et en quelques minutes, obtenez des clips prêts à publier sur TikTok, Short, Reels. Opus Clip est votre guichet unique. Opus Clip permet à nos producteurs de vous fournir rapidement des mises à jour virales sur les audiences. C'est l'outil idéal pour partager des idées et monter comme un pro. Rendez-vous sur opus.pro.sidebar pour une semaine gratuite et 50% de réduction. Ce clip circule en ligne, vous l'avez sûrement déjà vu. Maintenant, on ne sait pas exactement d'où ça vient, ni comment les créateurs de contenu ont mis la main dessus, mais on va en parler aussi. Mais cela montrerait prétendument le moment où Pushiesti, de son vrai nom Lontrell Williams Jr., et ses co-accusés auraient braqué le rappeur et producteur Gucci Mane avec une arme à feu. Tout cela serait arrivé car Pushiesti voulait quitter son contrat d'enregistrement. Maintenant, nous allons accueillir Bradford Cohen, l'avocat des stars, qui a représenté Pushiesti à un moment donné dans cette affaire jusqu'à récemment. Mais nous allons avoir son point de vue sur tout cela. Mais regardez simplement la vidéo par vous-même. Tu es ivre et c'est fini, c'est mort. C'est fini, c'est mort. Fais-leur savoir que tu sors quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Du nouveau arrive chez 1017. Respect à toi, vrai gars. T'as jamais fait de truc de flic, frère. Dis-leur ce qui se passe. On l'a fait. C'est fini. Tu fais quoi? Tu sautes. Tu as dit que tu voulais être dealer. Signe le papier, signe-le et c'est réglé. Nous avons donc corroboré l'authenticité apparente de cette séquence avec les captures d'écran d'un dossier fédéral qui semblait montrer les mêmes personnes dans le même studio. Parce que sur les captures d'écran, le gars qui semble être Gucci Mane, son visage est masqué avec l'étiquette RD, donc on suppose que ça correspond à son vrai nom, Roderick Davis. Pupucci serait également visible selon les rumeurs, portant sa fameuse cagoule. On peut aussi voir ce qui semble être l'un de ses co-accusés, identifié par les fédéraux comme DeMarcus Glover, debout près de Gucci Mane, tenant apparemment une grosse arme. Les fédéraux disant que Rodney Wright Jr., alias Big 30, réalise réellement l'enregistrement. Nous savons aussi que les procureurs fédéraux ont remis une clé USB de preuve numérique au tribunal le 25 juin, marquant une escalade majeure dans l'affaire. C'est la dernière preuve apparue contre Pushiesti, car il est accusé d'avoir orchestré ce prétendu enlèvement audacieux et ce complot de vol. Et la raison pour laquelle cette clé USB, la vidéo et les preuves sont récemment apparues, c'est en réponse à une demande de l'équipe juridique de Pushiesti pour réexaminer les conditions de sa détention provisoire. Parce que Pushiesti est incarcéré depuis que lui et ses co-accusés, y compris son père, Lontrell Williams Sr., ont été inculpés pour complot en vue de commettre un enlèvement, complot en vue de commettre une extorsion, ce genre de crime. Maintenant, selon l'acte d'accusation, Pushiesti aurait organisé une rencontre avec Gucci Mane dans cet immeuble de bureau à Dallas, au Texas. C'est là que le label musical 1017 aurait apparemment un studio d'enregistrement. Pushiesti aurait apparemment signé avec le label depuis 2021, mais il aurait voulu sortir de son contrat. La façon dont il aurait tenté de rompre ce contrat est intéressante. Les procureurs disent donc qu'il n'est pas passé par un avocat et a eu recours à des menaces de violence pour obtenir gain de cause. Et ensuite, il l'accuse, lui et ses présumés complices, d'avoir braqué Gucci Mane et son entourage en partant. L'arrivée de l'accusé, d'ailleurs, dans le bâtiment aurait été enregistrée par les caméras de sécurité de l'immeuble et des captures d'écran de la vidéo ont été incluses dans la plainte pénale. C'est nouveau.
Une conversation par message incluse dans la réponse du gouvernement à la demande de libération sous caution de Pouchiesti, qui montrerait le plan en préparation. Il est écrit, je cite, Williams Jr., utilisant le nom de Michael Myers, discute du besoin de 630 ou certifié, ce qui est supposé faire référence à des membres de gangs certifiés pour ce samedi 10 janvier 2026. Quelqu'un d'autre dans la conversation dit j'ai la CAT et la TRX. Les procureurs pensent pas que la CAT fait référence à une Dodge Charger Hellcat 2020 appartenant ou prétendument appartenant au père de l'accusé Rodney Wright, qui aurait été filmé en train de quitter l'immeuble de bureau, n'est-ce pas? La scène présumée du crime. C'est selon la plainte pénale. Et les enquêteurs affirment que le groupe a pris des objets de luxe à Gucci Mane et à d'autres personnes, d'autres victimes présumées, notamment un collier, une chaîne, des montres, un sac Louis Vuitton. Et selon les procureurs, ceux qui seraient les mêmes objets sont ensuite apparus sur les pages de réseaux sociaux de l'accusé. Et malgré ce que l'on peut appeler, encore une fois, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire, mais ce que l'on peut qualifier d'avalanche apparente de preuves contre lui, l'équipe juridique de Pucciesti se bat pour le faire sortir de prison. Un juge avait refusé la libération sous caution de Pucciesti plus tôt cette année, mais ses avocats demandent un réexamen. Son procès a été reporté à février 2027. Beaucoup de choses peuvent en changer, mais son équipe affirme qu'il devrait être libéré sous conditions strictes jusqu'à son procès. Avant même de parler des arguments dans ce dossier, je veux juste revenir un peu en arrière et parler un peu des expériences passées de Pucciesti avec le système judiciaire, parce que c'est important. En avril 2022, un juge fédéral à Miami avait condamné Pucciesti à 63 mois, soit un peu plus de 5 ans de prison. Dans un accord de plaidoyer, il a plaidé coupable d'un chef d'accusation criminel de complot visant à posséder des armes à feu dans le cadre de crimes violents et de trafic de drogue. D'après l'acte d'accusation, Pucciesti aurait fait partie d'un groupe qui a tiré sur 2 personnes et volé de la drogue et des baskets de luxe dans un hôtel du comté de Miami-Dade en 2020. Pucciesti, il a été libéré du Bureau of Prisons, le BOP, en octobre de l'année dernière. Et le rappeur aurait apparemment signé des documents l'automne dernier détaillant toutes les règles qu'il devrait suivre pendant sa détention à domicile. Selon ces documents, Pucciesti a accepté, je cite, « Je ne consommerai aucune boisson alcoolisée, quelle qu'elle soit. Je me soumettrai à une analyse d'urine ou à un test d'alcoolémie à la demande du service de probation du RRC. » Dans sa requête de révision de la détention préventive, l'équipe juridique de Pucciesti a déclaré, je cite, « Il s'est présenté à chaque analyse d'urine requise. Il n'a jamais eu de résultat positif, Pia. Il a respecté toutes les conditions de la détention à domicile, sans exception. » Voici le problème. Selon les procureurs du Texas, le rappeur ne respectait pas les règles. Les autorités fédérales ont déposé plusieurs pièces devant le tribunal, y compris des rapports d'incidents concernant le refus présumé de Pucciesti de se soumettre à des tests d'urine au VOA, ou Volunteers of America, qui travaillent sous contrat avec le BOP. Par exemple, un rapport indique, je cite, le client a été informé le 21 mars 2026 au matin qu'il devait se présenter à l'établissement VOA pour fournir un échantillon d'urine. Plus tard dans la soirée, le client a été contacté par téléphone pour lui rappeler de se présenter à nouveau pour le test d'urine. Le client a déclaré qu'il n'avait pas de moyen de transport car son producteur était hors de la ville. Le client a demandé s'il pouvait venir le lendemain matin. Je lui ai dit que je devais obtenir une autorisation et que je le rappellerais. Après discussion avec mademoiselle Blair, elle a accepté que le client vienne le lendemain matin. J'ai ensuite contacté le client et je lui ai indiqué qu'il devait se présenter le 22 mars 2026 à 10h00. Le client a déclaré qu'il comprenait. Le 22 mars 2026 vers 20h01, le client ne s'était pas présenté. Un autre rapport indique que le 9 novembre 2025 vers 13h39, le client Lantrell Williams a été invité à fournir un échantillon d'urine. L'échantillon fourni était froid et n'indiquait pas une température comprise entre 90 et 100 degrés. Le superviseur a été informé, qui a alors conseillé de rédiger un rapport pour refus. Le gouvernement aurait également produit ces messages textes qui auraient été envoyés par Pucciesti et qui, selon eux, prouvent qu'il buvait malgré les règles l'interdisant. Donc, par exemple, l'un d'eux, prétendument du 13 octobre, dit, je cite, « défoncé et ivre ». Le 18 octobre, je cite, « je suis ivre ». Le 25 janvier, je cite, « je me saoule ». Et dans une conversation apparemment du 31 janvier, Pucciesti aurait envoyé un message disant « Quoi de neuf? Je viens de me lever. J'ai été complètement défoncé. » La personne répond « T'étais ivre, MDR. » Et Pucciesti aurait répondu « Ouais, bah mec, je me suis évanoui au studio. » Tu sais quoi d'autre? Le rappeur aurait même eu un accident de voiture alors qu'il était ivre en février. C'est une nouvelle allégation.
Un échange SMS inclus dans la requête du gouvernement dit: «J'ai eu un accident. C'est quoi ce bordel?» Waouh, t'étais ivre? Ouais, mais quelqu'un m'a percuté. Alors écoute, il semble qu'il n'ait pas vraiment respecté, selon les allégations, les conditions de sa libération, non? C'est ce qu'on lui reproche. Et écoute ça, les fédéraux affirment que Puchiesti était en gros de mèche avec un superviseur de dossier qui l'aidait à obtenir des permissions de sortie. Voici ce que dit leur réponse, je cite: les enquêteurs ont maintenant appris que Williams Jr. était impliqué dans une relation inappropriée avec au moins un de ses superviseurs de dossier de la VOA et que cet employé de la VOA participait activement à l'entrée de fausses permissions de sortie qui permettaient à Williams Jr. de se rendre dans des lieux non approuvés alors qu'il était censé être confiné à son domicile. Cette mauvaise conduite s'est poursuivie jusqu'au jour même de l'enlèvement, le 10 janvier 2026. Ce jour-là, l'employé a saisi 3 permissions de sortie permettant à Williams Jr. de se déplacer et l'a contacté 19 fois au cours de la journée. La VOA a ensuite licencié l'employé pour son comportement. Je me demande si cette personne sera témoin clé au prochain procès. Mais qu'a présenté d'autre la défense comme raison pour laquelle Puchiesti devrait être libéré de prison? Eh bien, selon eux, le témoin vedette dans cette affaire. Gucci Mane s'est rétracté. Oui, d'après leur requête, il est écrit, je cite, «Retirer ce que le gouvernement n'a pas. Et ce qui reste, c'est ceci.» RD Radrick Davis, ou apparemment Radrick Davis, a déclaré à la police de Dallas le 10 janvier que M. Williams l'avait menacé avec une arme, obligé à signer une rupture de contrat et voler ses bijoux. Cette déclaration, transmise par un agent du FBI qui n'était pas présent lors de l'incident et qui n'a pas interrogé RD lui-même, constitue l'intégralité du dossier du gouvernement tel qu'il a été présenté sur l'infraction principale. L'agent spécial Hanson a admis lors du contre-interrogatoire que le FBI n'a recueilli aucune déclaration officielle des 5 victimes présumées durant les 4 mois suivant l'incident. Plus grave encore, RD, l'homme au centre de cette affaire, s'est exprimé sur les réseaux sociaux et a nié que tout cela ait eu lieu. Il a publié des vidéos réfutant la version du gouvernement. Et selon la déclaration non contestée de l'avocat de la défense devant le juge magistrat, il a exhibé les bijoux prétendument volés comme s'ils étaient toujours en sa possession. L'agent Hanson n'était pas au courant de ces publications et a confirmé qu'aucun membre du FBI n'avait parlé à RD après leur apparition. La rétractation publique d'un témoin plaignant n'est pas un simple détail de preuve, mais un problème majeur. Si cela est vrai, cela pourrait vraiment porter préjudice au dossier des fédéraux. Mais souvenez-vous, Gucci Mane n'était pas la seule victime présumée de ce prétendu racket. En fait, un homme identifié dans les documents du tribunal comme CW, apparemment l'un des gardes du corps de Gucci Mane, a soumis une déclaration d'impact au tribunal demandant que Puchiesti reste en détention. Il a écrit: avant cet incident, Monsieur Williams avait déjà reçu une seconde chance et une mise en liberté sous contrôle. Malgré ces conditions, il a de nouveau été accusé d'avoir commis un autre crime qui a entraîné une fusillade. Ma femme et moi avons tous les deux peur de ce qu'il pourrait faire s'il était libéré. Depuis l'incident, je surveille les véhicules devant chez moi, craignant qu'il ou ses proches tentent de nous nuire, surtout à mes jeunes enfants. Et à cause de cette peur, j'ai limité leur possibilité de sortir et de profiter des activités normales comme ils le devraient. Monsieur le juge, je vous demande de considérer la sécurité de ma famille et la mienne lors de votre décision sur la libération sous caution. Il est nécessaire de garder Monsieur Williams en détention pour nous protéger et éviter d'autres préjudices. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mes préoccupations. Respectueusement, CW, victime et survivant du Texas. Alors écoutez, la défense espère une assignation à domicile. Ils veulent des conditions similaires à celles auxquelles il était soumis après sa sortie de prison. Donc, une assignation à domicile 24 heures sur 24, une surveillance GPS, une surveillance continue par une tierce partie, gérée par un agent spécial du FBI à la retraite, et un agent spécial de la DEA à la retraite. Puchisti pourrait apparemment garantir la caution avec jusqu'à 8 propriétés. Son équipe propose qu'il remette tous ses documents de voyage et passeport, qu'il y ait une interdiction de contact avec les victimes présumées ainsi qu'avec les coaccusés, ou qu'il y ait un moyen d'atténuer toute inquiétude qui pourrait exister s'il est libéré. Mais le gouvernement a répondu. Le gouvernement a répliqué avec un document de 25 pages, incluant des preuves contestant certains arguments de la défense. Par exemple, ils affirment que la libération de contrat, que la défense disait introuvable, a bien été retrouvée. Il semblerait que la prétendue vidéo de l'incident viendrait appuyer cela. L'accusation a aussi noté que, malgré le bracelet électronique de Puchiesti, il continue apparemment à commettre des crimes présumés. Il en portait un lorsque tout cet enlèvement et ce vol présumé ont eu lieu.
Alors écoutez, le juge n'a pas encore statué sur la possibilité d'accorder une libération sous caution. Mais vous savez, nous allons suivre cette affaire de près et voir ce qui va se passer. D'accord? Nous avons un invité spécial. Je veux accueillir à nouveau Bradford Cohen, donc non seulement avocat de la défense pénale des célébrités, il a aussi représenté Pucciesti à un moment donné dans cette affaire criminelle. Merci beaucoup de prendre le temps. C'est toujours un plaisir de vous voir. C'est un développement majeur. La dernière fois, on se demandait que possède vraiment le gouvernement? Quelles preuves ont-ils? Bien sûr, Je veux dire, ils semblent avoir cette vidéo et une copie du contrat. On dirait que ça va être difficile pour la défense. bien sûr. Il y a donc plusieurs façons de voir les choses. Premièrement, lorsque cette affaire a été déposée à l'origine, la raison pour laquelle je pensais qu'elle avait été faite de manière aussi bâclée, c'est parce qu'ils n'avaient rien de tout ça. Tu vois, ils cherchaient ces éléments. Ils n'ont émis aucun mandat de perquisition qui leur aurait permis d'obtenir ces éléments dès le début. Ils n'ont fait aucun mandat de perquisition physique concernant les lieux. Ils n'ont pas fait le travail dès le début sur cette affaire, se contentant d'inculper. Mon argument initial était qu'ils n'avaient rien, ce qui était vrai. Depuis cette période, évidemment, ils ont fait leur travail et ils ont commencé à découvrir ces éléments. Maintenant, je serais idiot de dire waouh, c'est une super vidéo pour la défense, parce que ce n'est pas le cas. Mais en même temps, mon argument lors de l'audience de remise en liberté sous caution que j'ai menée était que même s'ils avaient toutes ces preuves, cela n'atteint toujours pas le niveau d'une accusation fédérale d'enlèvement. Les accusations qu'ils ont portées contre lui ne correspondent pas aux preuves qu'il possède, aux éléments réels. Donc, c'est vraiment un argument juridique. Je comprends le grand public et j'ai posté sur mon Instagram aujourd'hui et l'opinion générale est qu'il est fichu. Et ça, mon Dieu, il est impliqué dans toutes ces affaires différentes. Ils ne comprennent pas l'argument juridique derrière tout ça. Maintenant, il se peut que ce soit une affaire relevant de la justice d'un État. Il se peut qu'il y ait des arguments au niveau de l'État. Il pourrait y avoir d'autres accusations fédérales qui auraient dû être déposées, mais pas une accusation fédérale d'enlèvement. Expliquez-moi pourquoi ça ne correspond pas à cette qualification. Donc, pour qu'une accusation fédérale d'enlèvement soit retenue, il doit y avoir un avantage et cet avantage doit être prouvé. Et leur avantage, leur théorie de cet avantage, c'est un élément d'ailleurs. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une sorte de clause de commerce interétatique qui entre en jeu. Ils ne peuvent pas prouver que ces armes ont été fabriquées hors du Texas, ce qui est normalement nécessaire pour porter ces affaires devant le tribunal fédéral, notamment pour les enlèvements. Cela doit affecter le commerce entre États. Alors ils disent, eh bien, peut-être que leur téléphone portable était utilisé, ils communiquaient sur leur téléphone portable, ça n'a aucun sens parce qu'ils n'ont rien montré de tout ça. Et le voyage? Donc, il faudrait prouver que le voyage avait pour but spécifique d'enlever ou de commettre ce crime. Ils n'ont pas prouvé cela. C'était donc mon argument initial. J'avais de la jurisprudence qui soutenait cela. Et je pense vraiment que c'était un argument très, très bien formulé, mais la juge ne voulait tout simplement pas en tenir compte. Elle a juste vu, genre, d'accord, cet agent du FBI est venu, elle dit qu'il y a eu un enlèvement. Je vais dire qu'il y a eu un enlèvement. La juge en charge de l'affaire, qui a examiné les preuves à l'époque, a dit je ne vois pas en quoi il s'agit d'une affaire d'enlèvement fédéral pour Big 30 et le père de Pou lors de leur audience de remise en liberté sous caution. Ils ont fait appel auprès de la juge et la juge a dit je ne vois pas d'affaire d'enlèvement fédéral ici. Je vais les remettre en liberté sous caution. Donc, c'est toujours le débat. D'autres accusations fédérales ou différentes pourraient-elles être envisagées? Oui, mais cela a été fait de façon très précipitée et bâclée. Ils auraient dû avoir le bon acte d'accusation avec les bons chefs d'accusation dès le début. Cela aurait clarifié l'affaire pour la défense et le gouvernement. Est-ce de l'extorsion? Est-ce une expérience? Est-ce un complot en vue de commettre une extorsion? Je pense qu'il y a un argument pour cela. Je pense qu'il y a des arguments pour ces questions. Encore une fois, vous allez toujours vous heurter à la question de savoir s'il s'agit d'une extorsion fédérale ou d'une affaire d'extorsion au niveau de l'État. Je pense qu'il y a simplement quelques questions, des questions juridiques, qui doivent être soulevées au cas où il y aurait un appel ou des choses de ce genre. Maintenant, le facteur X ici, c'est qu'il y a de nombreux accusés. Et chaque fois qu'il y a de nombreux accusés, tu sais aussi bien que moi, tu sais, le meilleur crime est commis par une seule personne. Le pire crime est commis par 8 personnes parce que sur les 8, tu sais, il y en a probablement 7 qui vont retourner leur veste contre l'un d'entre eux. Donc, je pense que c'est ça leur plus grande inquiétude, c'est que tu sais, ces individus vont retourner leur veste contre Pooh, son père ou Big 30 parce que ce sont vraiment eux qu'ils veulent et les autres sont un peu périphériques. Donc, ils n'ont peut-être pas assez d'argent pour de bons avocats. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce genre d'affaires où il y a plusieurs co-accusés que ça commence un peu à s'effondrer à ce moment-là. Supposons un instant que cela corresponde aux accusations fédérales. Mettons cela de côté.
En voyant cette vidéo, je me demande comment un avocat de la défense peut l'expliquer. Est-ce qu'on peut avancer l'argument qu'il n'était pas sérieux, qu'il ne l'était pas vraiment? C'est un extrait étrange, c'est un peu un extrait bizarre. On voit un type, soi-disant avec une arme, soi-disant un des co-accusés. Il était là. Il dit à la caméra: «Je suis libéré du contrat». C'est comme, c'est une vidéo bizarre. Et tu sais, l'un des arguments avancés, corrige-moi si je me trompe, c'est que Gucci Mane n'a pas pris ça au sérieux. Il est allé sur les réseaux sociaux et enfin la défense dit qu'il est revenu sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une façon de regarder cette vidéo et de se dire que ce n'était pas sérieux? Comme si c'était, genre, je ne sais pas, ça ce n'est pas mis en scène, mais que c'était un coup de pub ou je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais est-ce que je me trompe là-dessus? Tu as raison. Il y a plusieurs façons de voir la vidéo selon les preuves disponibles. Quand je regarde cette vidéo, si on va dire que cette vidéo est une vraie vidéo qui n'est pas mise en scène ou une blague ou des choses comme ça, tu pourrais avancer ces arguments où il y a des preuves qui montrent que ce n'est pas le cas. Voilà les problèmes qui se posent, tu vois. Premièrement, la déclaration était que Pou avait une AK-47. Pou était celui qui le forçait à signer un document avec une AK-47. Dans la vidéo, Pou n'a pas d'arme dans la main. Il affirme qu'il est en train de filmer. Dans la déclaration, il disait que Big Train filmait et que Pou était celui qui avait l'arme. Ensuite, puis ils disent aussi qu'ils prennent tous les bijoux, que les bijoux sont pris avant ou après qu'il entre dans le studio. Tu vois soi-disant Gucci avec ses boucles d'oreilles en diamant toujours à ses oreilles. C'était une des choses qu'il a dites. Ils lui ont fait enlever les boucles d'oreilles en diamant de ses oreilles. Donc, si c'était le cas, pourquoi ne l'aurait-il pas volé sur place? Tu vois, ils filment cette vidéo, ils auraient pu couper la vidéo et le voler directement dans le studio au lieu d'attendre qu'il sorte du studio pour le voler ensuite. Il y a encore beaucoup de problèmes avec cette vidéo, même si on supposait que cette vidéo n'est pas bizarre, mais elle est vraiment très bizarre. Et l'autre jour, il y a un gars qui a l'air d'avoir une arme sur lui pendant qu'il lui dit: «Dis-lui que je suis libéré du contrat». Je veux dire, un autre argument, c'est que ça a l'air simple. D'après les témoignages, d'après ce que l'accusation a allégué, ça semble correspondre au récit, à ce qu'il y a dans cette vidéo. Eh bien, il dit aussi quelque chose comme: j'ai déjà dit que tu étais libéré de ton contrat. J'ai déjà dit que tu étais sorti de ton contrat. C'est juste que le langage corporel est étrange. La conversation est étrange. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec Gucci avant que tout cela n'arrive. J'étais très amical avec Gucci lors de la première affaire de Pou, car je représentais Pou à ce moment-là. Et j'aime vraiment Gucci. Franchement, je pense que c'est un bon gars. Et voir cette vidéo, ça ne ressemble pas à Gucci, qu'il y ait une arme dans la scène ou non. Je connais Gucci, genre l'ancien Gucci, et je ne pense pas que la façon dont ça a été abordé avec lui, les mains dans les poches, en disant calmement: Hey, tu es sorti de ton contrat avec tout ce qui se passe, ce n'est pas lui. Ça semble vraiment inhabituel que Gucci soit dans cette position, et je comprends que tout le monde dise: Oui, il y a AK-47, il y a beaucoup de gars là-bas. Tu vois, entre toi et moi, Gucci, c'était comme John Wick avant. Tu vois, pas le John Wick violent, mais l'état d'esprit du genre, je m'en fiche s'il y a 1 million d'armes. Tu vois, c'est juste Gucci. Donc, je ne parie jamais contre Gucci. Je ne l'imagine jamais les mains dans les poches en train de dire: Ouais, Ça va. et je me fiche de qui est dans la pièce. Mais ça va être le titre YouTube de cette vidéo. Tu sais, John Wick est le nouveau, excuse-moi, Gucci Mane est le nouveau John Wick. Écoute, tout ça arrive à cause de la détention provisoire, non? Tout ça concerne la question de savoir si s'il devrait y avoir un changement dans sa détention provisoire. Est-ce qu'il devrait être libéré? Les règles de preuve et la norme diffèrent entre l'analyse de la détention provisoire et celle de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Estimes-tu que cela suffit au procureur pour prouver qu'il ne devrait pas être libéré ou qu'aucun changement n'est justifié? Je pense que cela pèse très lourdement du côté du gouvernement. Je pense que la défense a du travail à faire. Je commencerai à assigner des personnes à cette audience sur la caution, qu'ils fassent objection à tes choix. J'aimerais voir si les personnes qui ont déjà fait des déclarations maintiennent toujours ces déclarations. Je pense que c'est vraiment pertinent. Lors de mon audience de mise en liberté sous caution avec Pou, l'agent du FBI a déclaré n'avoir eu aucun contact avec les victimes depuis ou pendant l'incident. Il a simplement lu un rapport de police et fait preuve de diligence raisonnable. Et elle n'a même pas rédigé le rapport. Ils ont fait témoigner un agent du FBI qui n'a pas rédigé de rapport, qui n'a recueilli aucune information, qui n'a recueilli aucune preuve.
C'était vraiment une audience de mise en liberté sous caution Barclay. Ils ont eu de la chance parce que le magistrat était de leur côté. Si cela avait été devant un juge vraiment attentif, sans manquer de respect au magistrat, en considérant la loi et ce qui a été présenté à l'audience de mise en liberté sous caution, l'issue aurait pu être différente. Je sais que tout le monde dit que c'est une bataille difficile. Je veux dire, écoutez, pour moi, tout est un combat, mais c'est justement pour ça que je suis Brad Cohen. Oh, j'adore ça, la modestie. Avant de vous laisser partir, un point essentiel, c'est le contrat imprimé en magasin. L'accusation affirme désormais: on l'a, on peut vous le montrer. Est-ce important? Je pense que ça aide clairement leur récit. Je veux dire, sa divulgation, non? Oui? Je pense que ça aide leur récit. Et voici une autre chose qui n'est vraiment pas normale, c'est que ces preuves sont rendues publiques. Évidemment, ce n'est pas la défense qui les divulgue. Ces preuves Bailey sont divulguées à la presse, évidemment par le gouvernement, ce qui est aussi une sale manœuvre qu'ils font dans pratiquement toutes les affaires. La défense ne peut jamais révéler les éléments favorables, alors que le gouvernement divulgue toujours ce qui est compromettant et les juges laissent faire. Comme si au tribunal, on n'avait jamais vraiment abordé comment cette vidéo est sortie, qui l'a diffusée, pourquoi elle a été diffusée ou comment ils l'ont obtenue. Il n'y a jamais ou très rarement d'enquête sur le gouvernement. Mais en mettant cela de côté, avoir le contrat physique est certainement, si c'est un contrat physique signé, si c'est juste un contrat physique sans sa signature dessus, je ne sais pas à quel point ça les aide vraiment. Ça les fait certainement un peu avancer. Mais si ce n'est pas le contrat signé, où est le contrat signé? Pourquoi n'a-t-il jamais été utilisé? Pourquoi les dirigeants de la maison de disques n'ont-ils jamais été informés qu'il n'est plus chez 1017? Pourquoi n'a-t-il jamais proposé ses services à d'autres labels après avoir soi-disant été écarté du label de Gucci? Donc, toutes ces choses sont remises en question. Si c'était vraiment une affaire sérieuse et que ça s'est vraiment passé comme ils l'ont dit, alors pourquoi n'est-il pas sorti le lendemain pour commencer à négocier des contrats avec Columbia Records ou Sony ou autres et dire: hey, je ne suis plus chez 1017, je veux faire mon propre deal. Ça n'est jamais arrivé. Et il n'y a aucun email disant: hey, on va renégocier ou quoi que ce soit. Donc, je pense vraiment que c'est une faille dans leur dossier. Est-ce une affaire impossible à gagner? Je ne trouve jamais qu'une affaire est impossible à gagner. Il y a toujours un moyen de gagner. Tout dépend si les arguments sont présentés correctement, si les requêtes nécessaires sont déposées. Les preuves qui peuvent être exclues peuvent l'être. Donc, tout cela dépend vraiment de votre habileté juridique. Ce n'est pas seulement l'histoire que raconte le gouvernement. Il s'agit aussi de voir si et comment les éléments sont réunis. Eh bien, voyons ce qui va se passer. Nous avons un peu de temps entre maintenant et février 2027 si ce procès a réellement lieu à ce moment-là. Bradford Cohen, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir donné votre point de vue à ce sujet. Je vous en suis reconnaissant comme toujours. Le meilleur. Jesse Weber est toujours le meilleur. J'adore ça. Merci mec. C'est tout ce que nous avons pour vous ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.